Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Comme toutes les semaines, merci de nous recevoir chez vous. Surtout à cette émission, nous allons parler du Congo, du Togo, de l'Arabie Saoudite, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Sénégal, de nombreux pays. Et surtout, on sera quand même rythmé par la visite de nombreux chefs d'État dans ce sommet Arabie Saoudite-Afrique. Vous êtes sur votre petit écran, vous avez fait le très très bon choix. Je suis Constieka. S'il est vrai que le Congo aura marqué pratiquement ce mois de novembre, même d'ailleurs, je dirais, avec l'actualité, une actualité intense qui montre simplement que dans le silence, le président de la République congolaise, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a décidé de prouver encore une fois au monde qu'il est attaché au bonheur de ses compatriotes, le Congo. Un sommet des trois bassins qui a été un sommet réussi à tous égards. Et sans compter qu'aujourd'hui, il n'hésite pas, il ne perd pas une seule seconde et il sillonne tout le Congo pour essayer de voir un tout petit peu la mise en œuvre des projets lancés pour le bonheur du peuple congolais. Le président Sassou Nguesso ne perd pas une seconde. Et comme je le disais tantôt, après le sommet à succès des trois bassins tenus à Brazzaville, il parcourt le Congo pour se rendre compte de l'avancée des grands projets sur l'agriculture par exemple, ainsi que l'avancée de plusieurs autres projets pour le bonheur du peuple congolais. C'est à toute escale une satisfaction qu'il affiche au regard de la prise de conscience des responsables des départements concernés. Le président de la République congolaise, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a ainsi regagné la capitale Brazzaville après une semaine de travail dans la ville d'Oyo. Reportage Charlotte Abdoulaye. Après un séjour de travail de plus d'une semaine passé à Oyo dans le département de la Cuvette, le président de la République du Congo a regagné Brazzaville ce vendredi. À sa descente d'avion, il a été accueilli par des membres du gouvernement, des autorités administratives et militaires. Ce séjour à Oyo du chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a eu plusieurs centres d'intérêt. Le premier, qui était d'ordre mémoriel à l'occasion de la Toussaint, le 1er novembre, il a déposé une gerbe de fleurs en souvenir de ses proches disparus. Le deuxième, qui était d'ordre écologique, le 6 novembre, à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, qui a lieu quelques jours après le sommet des trois bassins forestiers tropicaux, qui s'est déroulé au Congo. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a aussi inauguré le lycée Antoine Dinga Oba de Oyo. Cet établissement est le fruit de la fondation Société nationale du pétrole du Congo et vient renforcer l'offre de l'enseignement secondaire dans le département de la Cuvette. Le 8 novembre, le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a visité les zones agricoles protégées de Longone et de Songo dans la commune d'Ovendo. Une expérience en cours de généralisation dans l'ensemble du territoire congolais, une stratégie du gouvernement qui vise à renverser la balance d'importation massive des produits agricoles. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a également reçu le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, à Oyo, qui a effectué une visite de 24 heures au Congo, visite qui vise à intensifier les relations entre le Congo et le Togo. Après le Congo et après avoir vu ses presses, c'est tout en félicitant le président de la République du Congo pour tout cela, pour tout ce que l'Afrique aujourd'hui, sans coup férir, montre aujourd'hui un développement un tout petit peu et puis un bonheur pour tous les Africains, respectivement dans nos divers pays. Nous allons quitter le Congo pour la Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, a pris part au sommet Arabie Saoudite-Afrique à Riyad. Notons aussi qu'en marge de ce sommet, le président de la République de Côte d'Ivoire a reçu en audience le président de la transition gabonaise à Riyad. Ce sommet a été très très fructueux, surtout quand on sait les relations fraternelles que la Côte d'Ivoire entretient avec le Gabon.
Le président de la République de Côte d'Ivoire a décidé de faire du bonheur de ses compatriotes ivoiriens un vrai sacerdoce. Reportage Charlotte Abdoulaye. En marge du sommet Arabie Saoudite-Afrique, auquel il prend part à Riyad, le président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu ce vendredi 10 novembre 2023 avec le président de la transition gabonaise, Son Excellence Brice Oligui Nguema. Les échanges ont porté sur les relations bilatérales et la situation au Gabon. Le président de la transition, Son Excellence Brice Oligui Nguema, a indiqué être venu faire ses civilités au président Alassane Ouattara et de bénéficier de ses conseils afin de mener à bien la transition au Gabon. Le président Ouattara étant un ami de longue date du Gabon et aussi de par l'amitié que nos anciens chefs d'État, Feu Omar Bongo Ondimba et Feu Houphouët-Boigny, ont toujours eu cette considération entre eux. Donc nous avons bénéficié de ces conseils, comment mener à bien cette transition et comment nous aider. Nous comptons également sur le soutien du président Ouattara, qui est un grand frère et qui est un ami du Gabon de longue date, afin qu'il puisse peser également de son poids, notamment sur la scène internationale, pour que le Gabon soit apaisé des sanctions. Le ministre, directeur du cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, la ministre de l'économie, du plan et du développement, Mme Nialé Kaba, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Kakou Ouadja, Léon Adom, ainsi que la secrétaire générale adjointe de la présidence de la République, Mme Massiré Touré-Koné, ont pris part à cet entretien. Nous restons toujours en Arabie Saoudite où s'est passé un événement d'une très grande ampleur et de très haute importance pour les deux pays, à savoir le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a été honoré et élevé à l'ordre du Grand Croix de l'Ordre national du Lion du Sénégal par son homologue, son jeune frère, chef de l'État de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall. Ça se passait à Riyad, en marge du sommet Arabie Saoudite-Afrique. Reportage Charlotte Abdoulaye. En marge du sommet Arabie Saoudite-Afrique, le président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara, a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Lion du Sénégal, la plus haute distinction sénégalaise. La qualité des relations entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, entre le président Senghor et le président Houphouët, nous avons continué cette tradition. Mais au-delà, je dois dire que, permettez-moi de vous dire, monsieur le président jeune frère, que Macky s'est comporté vraiment comme mon jeune frère, en plus d'être mon ami. Et donc, président, je vous rends hommage. Vous avez beaucoup fait pour le Sénégal, pour l'Afrique de l'Ouest, pour l'UMOA. Et moi, je vous suis personnellement reconnaissant. Nous avons toujours été en face. Et je souhaite que tout se passe comme vous le souhaitez, et pour vous-même, pour le Sénégal. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, voilà. Cette distinction est le témoignage de l'excellence des relations, de l'amitié et de la fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Nous restons toujours en Arabie Saoudite pour dire que le président de la République du Tchad, le président de la transition tchadienne, le général Mahamat Idriss Déby Itno, lui aussi était en Arabie Saoudite. Le président de la République du Tchad, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, a pris part au sommet arabo-islamique qui se tenait aussi à Riyad. Le président de la République du Tchad, chef de la transition, a aussi rencontré en marge d'autres chefs d'État. Mais déjà, un clin d'œil sur sa présence à ce sommet arabo-islamique de Riyad. Reportage Charlotte Abdoulaye. Un sommet conjoint arabo-islamique d'urgence a été lancé samedi à Riyad pour discuter des développements dangereux qui ont lieu à Gaza et dans les territoires palestiniens. Le sommet a réuni des dirigeants et des représentants de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique, coïncidant avec la poursuite des bombardements israéliens sur la bande de Gaza pour le 36e jour. Le président de transition, président de la République du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a participé ce 11 novembre à Riyad, la capitale saoudienne, aux travaux du sommet arabo-islamique consacré à l'examen de la situation à Gaza. Ce sommet vise à manifester une position commune face au drame qui se joue à Gaza, mais aussi d'exprimer le soutien et la solidarité au peuple palestinien.
Organisé à l'initiative conjointe de l'Organisation de la coopération islamique et de la Ligue des États arabes, ce sommet se veut une manifestation de la détermination des leaders arabo-musulmans à faire bloc commun face au drame qui se joue dans la bande de Gaza en Palestine meurtrie. Il s'agit pour eux d'adopter une position commune en condamnant ce qui se passe en Palestine et agir ensemble face à la situation à Gaza, marquée plus d'un mois par des combats meurtriers dont les civils, notamment des enfants, ont fait les frais. En raison de l'urgence de la situation, le chef de l'État tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a répondu présent à ce sommet, dont les travaux ont été lancés par le prince héritier d'Arabie Saoudite, son Altesse Mohamed bin Salman bin Abdulaziz Al Saoud. Plusieurs interventions ont marqué la cérémonie d'ouverture, notamment celle du secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Hissène Ibrahima Taha, et du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Leurs interventions ont porté sur l'urgence de l'arrêt immédiat des combats caractérisés par des meurtres et des pratiques inhumaines, ainsi que la possibilité d'acheminer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et l'arrêt du déplacement forcé des Palestiniens. Le président de la République, le général Mahamat Idriss Déby Itno, serait préoccupé par la situation dans la bande de Gaza, s'est félicité de la tenue du dit sommet. Il a souligné que la question palestinienne est une question de liberté et de droits humains. C'est pourquoi il a appelé la communauté internationale à mettre de côté ses divergences et ses intérêts particuliers pour résoudre ce problème qui n'a fait que trop durer afin d'alléger la souffrance du peuple palestinien. Le chef de l'État a dénoncé le recours à la punition collective contre les Palestiniens par Israël. Il a exhorté les participants au sommet à adopter une position unifiée et solidaire envers les Palestiniens et a appelé la communauté internationale, en particulier les Nations Unies et l'Union européenne, à s'impliquer dans la résolution du problème palestinien. Toujours en marge de ce sommet arabo-islamique, à Riyad, les chefs d'État ont profité pour se rencontrer, évoquer des sujets qui tiennent à cœur respectivement leur pays, à savoir le Tchad ainsi que la Mauritanie, pour le cas d'espèce où le président de la République du Tchad a rencontré son homologue de la Mauritanie. Le président tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui a eu un entretien fructueux avec son homologue, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République de Mauritanie. Un entretien où ils ont eu l'occasion d'évoquer de nombreux sujets, des relations entre leurs deux pays, à savoir le Tchad et la Mauritanie. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le général Mahamat Idriss Déby Itno poursuit son séjour à Riyad où s'est tenu hier le premier sommet afro-saoudien. En marge de ce rendez-vous, le chef de l'État a eu plusieurs activités. Il s'est aussi entretenu ce 11 novembre 2023 avec son homologue mauritanien, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Cette rencontre a permis aux deux chefs d'État de discuter de la coopération bilatérale et les moyens de la développer, tout en évoquant les évolutions politiques régionales et internationales et bien d'autres sujets d'intérêt commun pour le Tchad et la Mauritanie. Les deux présidents ont convenu d'explorer toutes les pistes pour affermir les relations bilatérales et rapprocher Tchadiens et Mauritaniens en soulignant l'importance de la communication et de la consultation permanente comme gage de réalisation des aspirations communes. Le Tchad et la Mauritanie, qui appartiennent à l'espace Sahel, sont confrontés aux mêmes défis environnementaux, sécuritaires et de développement. D'où la nécessité pour les deux dirigeants d'harmoniser leurs points de vue et mener une lutte commune pour l'émergence de leurs pays respectifs. Le Sahel, auquel ils appartiennent, fait face à des trafics de tout genre et la migration clandestine. Des questions qui préoccupent les présidents Mahamat Idriss Déby Itno et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui ont décidé de conjuguer leurs efforts pour y faire face ensemble, car il y va de la stabilité de leur pays et de la quiétude de leur peuple. Il est bien vrai que cette édition du Consti Week News est rythmée par l'Arabie Saoudite. C'est normal, les chefs d'État y étaient, et puis ça a été un sommet très très fructueux. L'Afrique doit être émerveillée, l'Afrique doit émerveiller, l'Afrique doit séduire. Et l'Afrique ne doit plus être un continent en retard. Et cela passe indéniablement par la formation. La formation de nos cadres, la formation de notre élite politique, la formation de tout ce qui peut aujourd'hui constituer la réussite de toutes nos nations.
Et cela passe, comme je le disais, par l'instruction. Rien de plus normal qu'après le bac, ou même avant, de dire aux parents africains de choisir une destination pour les études de leurs enfants. C'est l'heure tout simplement de vous proposer notre partenaire officiel qui est le lieu idéal pour faire des études excellentes en Afrique. A tout de suite. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Maintenant que vous savez exactement où envoyer vos enfants, où envoyer vos petits frères pour acquérir l'instruction et être des Africains prêts à affronter le devenir de l'Afrique, à faire face à tous ceux qui pourront aujourd'hui se dresser devant eux dans le monde pour avoir des rapports win-win. L'Afrique de demain, ça passe par l'UIL, l'Université internationale de Libreville. Nous allons maintenant au Cameroun. Au Cameroun où l'heure a été grand débat sur le phénomène des réseaux sociaux, dans un forum d'ailleurs qui a réuni la présence du ministre de tutelle, à savoir le ministre de la Communication de la République du Cameroun, M. René Emmanuel Sadi. On a noté la présence du gouverneur du centre et de nombreuses personnalités. La problématique de la régulation des réseaux sociaux sur le tapis d'un forum international initié par le Conseil national de la communication du Cameroun, l'équivalent de la ACA en Côte d'Ivoire, avec la présence, comme je le disais tantôt, du ministre de la Communication, M. René Emmanuel Sadi, et surtout une présence remarquée du gouverneur du centre, M. Nasseri Paul Mbea. L'équipe de CNN conduite par Carole était présente au Hilton Hotel. Le Hilton Hotel de Yaoundé au Cameroun, une bâtisse qui fait rêver plus d'une personne. La gestion des politiques des contenus des plateformes numériques internationales, des mesures de prévention et de lutte contre la désinformation et le discours de haine dans les réseaux sociaux, les modalités de collaboration entre les plateformes numériques et les régulateurs des médias pour une approche concertée sont les trois thèmes au centre du Forum international qui a ouvert ses portes ce 8 novembre 2023 à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Thème retenu pour les assises, la problématique de la régulation des réseaux sociaux, les modalités d'une collaboration entre les régulateurs africains des médias et les plateformes numériques. L'importance de ce forum international avec le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, représentant personnel du Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Joseph Dion Gouté. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui une réalité qu'on ne peut plus contourner. C'est une réalité nationale, internationale. Et je pense que cette rencontre permet aux différents responsables de la communication, la régulation de la communication dans les différents pays africains, d'échanger sur ce phénomène nouveau. D'abord sur les avantages, les bienfaits des réseaux sociaux qui aujourd'hui ont donné véritablement à ce village planétaire qui est devenu le monde, un sens réel. Puisqu'aujourd'hui, à travers cet espace virtuel, n'est-ce pas, tous les êtres humains peuvent communiquer. Et donc ça, c'est un énorme avantage. Et puis, au travers des réseaux sociaux, on apprend beaucoup de choses. À travers Internet, on apprend d'énormes choses sur tous les plans, le plan politique, sur le plan économique, sur le plan scientifique. On apprend beaucoup de choses, donc évidemment, par essence,
les réseaux sociaux sont une bonne chose. Mais qu'est-ce que l'on constate au fil du temps, au fil des ans? Il y a comme une dénaturation de la vocation première des réseaux sociaux qui sont devenus un espace où l'on constate des déviances, des dérapages énormes, des écarts dans tous les sens. Et ceci comporte un danger. Et c'est pour ça que les régulateurs africains, je crois, à juste titre, décident de se retrouver, de se rencontrer pour essayer de penser une régulation absolument nécessaire de l'usage des réseaux sociaux pour que ce ne soit pas un champ où prolifèrent, prospèrent les discours de haine, la diffamation, la désinformation, ce qu'on appelle les fake news aujourd'hui, mais que ces réseaux sociaux, véritablement, qui sont une innovation de notre temps, puissent véritablement être un apport bénéfique, positif pour tous les peuples du monde. Cette rencontre, qui regroupe les représentants des plateformes numériques internationales, les membres du RIARC, pose un diagnostic général des réseaux sociaux qui est un véritable enjeu universel de l'heure en suscitant des solutions appropriées visant à encadrer les contenus préjudiciables à travers une rencontre entre les régulateurs des médias d'Afrique et de l'espace francophone d'une part et les représentants des plateformes numériques d'autre part. Le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Cameroun, entre autres pays, participent aux travaux qui prennent fin ce 9 novembre 2023. Rappelons-le, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du décret du 23 janvier 2012 portant réorganisation du Conseil national de la communication, le Conseil est chargé d'assister les pouvoirs publics dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la politique nationale de la communication sociale. Sur la base de ces considérations, le CNC est donc amené à adresser des problématiques de régulation diverses telles que celles liées à l'activité des plateformes numériques dans l'optique de lutter contre la désinformation, la manipulation de l'information et autres dérives liées au phénomène des réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire. Parlons-en maintenant, après ce sujet sur les réseaux sociaux, dans ce forum qui a occupé un tant soit peu les responsables des ministères de la Communication et des autorités camerounaises. En Côte d'Ivoire, pas besoin de vous rappeler que ce pays va abriter l'édition de la CAN 2023 au mois de janvier. Tout se met, tous les plats, les petits plats se mettent dans les grands. Tout se prépare, les volets sécuritaires et tout autre. Et la Côte d'Ivoire a été à l'honneur au Salon de la sécurité de Paris en France, avec la présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de la République de Côte d'Ivoire, le général Vagondo Diomandé. Comme pour dire simplement que pour le bonheur des Ivoiriens, les autorités ne lésinent sur aucun moyen. Reportage Charlotte Abdoulaye. À l'invitation de son homologue français, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de la République de Côte d'Ivoire, Général Vagondo Diomandé, s'est rendu au salon Millipol de Paris qui se déroule du 14 au 17 novembre 2023 en France. Organisé sous l'égide du ministère français de l'Intérieur, Millipol de Paris est le plus grand salon au monde dédié à la sécurité intérieure des États. Il réunit les meilleurs spécialistes qui présentent des solutions innovantes, parmi lesquelles les dernières innovations technologiques en matière de protection des biens et des personnes. Le partenariat entre l'État et le secteur privé est essentiel pour assurer la protection. C'est en travaillant ensemble, le monde privé et le monde public, que nous préparons en effet la sécurité de nos concitoyens et de nos États. Et je formule les vœux qu'il n'y ait pas d'opposition entre la sphère publique et la sphère privée, mais bien un travail continu qui aide l'État, les policiers, les gendarmes, les services de renseignement à être plus efficaces. Le Millipol Paris se tient à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes Total Énergie 2023 en Côte d'Ivoire. La participation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de la République de Côte d'Ivoire, Gérald Vagondo Diomandé, à ce salon, lui permet d'une part de rencontrer les acteurs clés des industries de sécurité et d'autre part de tirer le meilleur parti des expériences acquises par les acteurs de ce secteur. L'occasion de venir au Millipol justement nous permet de voir toute l'évolution de la technologie en matière de sécurité, échanger avec les participants dans le cadre d'un échange d'expérience, mais aussi
Il s'agit de tisser des partenariats pour gagner en efficacité quant aux prestations à fournir à notre pays et à nos concitoyens. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de la République de Côte d'Ivoire, le général Wagondo Diomandé, le Minipol de Paris est l'occasion pour les États d'actualiser le type d'équipement adéquat pour leur sécurité intérieure. Nous ne devons lésiner sur aucun moyen pour garantir le bon déroulement de cet important événement. Nous allons mettre en œuvre tout ce que nous aurons eu comme expérience ici, comme innovation, pour que, bien évidemment, la sécurité en Côte d'Ivoire soit renforcée. La lutte contre le terrorisme et la sécurité dans sa globalité occupera une place importante durant ce salon. Cette rencontre sécuritaire sera également l'occasion pour le ministre Wagondo Diomandé et son homologue français de renforcer le partenariat en matière de sécurité entre les deux pays. Ont également pris part à cet événement sécuritaire mondial les ministres de l'Intérieur du Qatar, de Singapour et de l'Inde. Après la France, où a séjourné le ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité de Côte d'Ivoire, le général Wagondo Diomandé, en Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, qui n'en reste en rien de ce qui touche la sécurité du territoire national. Il a décidé d'effectuer une visite sur le terrain auprès des forces spéciales de la République de Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, son Excellence Téné Birahima Ouattara, a effectué cette visite au grand plaisir, pour le grand plaisir des forces spéciales de la République de Côte d'Ivoire. On se le regarde. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, a visité la base des forces spéciales d'Adiaké ce 9 novembre 2023, ce qui lui a permis de se familiariser avec les conditions de vie et de travail de nos braves commandos. Les forces spéciales ivoiriennes ont fait des exercices de démonstration pour la circonstance avec des mises en scène. Le premier exercice. Dans le cadre d'une mission de pacification dans sa zone de commandement, une bande de jeunes agités essaie de porter atteinte à l'intégrité physique du gouverneur de région et grâce à une expertise irréprochable, l'autorité est exfiltrée par sa garde rapprochée et composée de forces spéciales ivoiriennes. Le deuxième exercice. Un robot équipé de 5 caméras, commandé à distance, effectue l'inspection d'un sac suspect laissé par un manifestant. Le colis sera ensuite détruit par une équipe de déminage des forces spéciales ivoiriennes. Ces exercices sont effectués à la base des forces spéciales d'Adiaké, ville de la région du Sud Comoé, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, se veut rassurant en ce qui concerne tout ce qu'il a observé et entendu durant cette visite. L'occasion de mieux apprécier l'excellent travail abattu en toute discrétion par les forces spéciales. Je voudrais féliciter le commandant des forces spéciales pour toutes les initiatives entreprises et aussi l'ensemble de ces hommes pour toutes les actions menées dans le cadre de la défense du territoire et lors des missions internationales. Je pense que vous méritez des infrastructures à la hauteur de votre engagement. Je voudrais vous rassurer que depuis l'année dernière, Son Excellence le Président de la République, chef suprême des armées, a autorisé la construction de la caserne des forces spéciales à Jacquesville, caserne qui prend en compte toutes les commodités de vie en caserne et le renforcement de vos capacités opérationnelles. Le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, a demandé aux forces spéciales d'utiliser leur savoir-faire pour assurer la sécurité de la prochaine CAN Total Énergie 2023 qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Le défi est particulièrement important vu le contexte sécuritaire de notre sous-région. Alors, je compte sur vous pour demeurer des hommes intègres, dignes et professionnels. Avant de quitter les forces spéciales, le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, a promis que les doléances formulées par le commandant de cette unité, le colonel Tibé Bi Lopoa Toussaint, seront examinées avec la plus grande attention par son cabinet ministériel. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir des responsables de la sécurité? Qu'est-ce que ça rassure? Surtout les Ivoiriens, de voir le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à Paris parler de sécurité, le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, non, qui se dit, je vais aussi sur le terrain rencontrer comme ça des forces spéciales, des visites qui font plaisir à ceux-là même
qui ont pour rôle de défendre le territoire national de Côte d'Ivoire. Nous allons quitter un tant soit peu la Côte d'Ivoire pour le Togo. Le Togo, le président de la République togolaise, son excellent Faure Esson-Simba Yassimbe, fait toujours tout ce qu'il faut pour le bonheur de son peuple, lui aussi. Le chef de l'État togolais, Faure Esson-Simba Yassimbe, a ouvert le 3e sommet de l'industrie financière africaine, AFIS, à l'hôtel 2 février de Lomé. Cet hôtel que vous regardez et qui date de plus de 3 décennies. C'est un hôtel qui déjà prouvait un peu la vision futuriste de nos chefs d'État. Et c'est dans cet hôtel, baptisé le 2 février de Lomé, capitale politique de la République du Togo, que s'est tenu ce sommet dont l'ouverture s'est effectuée par le chef de l'État togolais. Reportage Charlotte Abdoulaye. À son arrivée ce 15 novembre 2023 à l'hôtel 2 février de Lomé, le chef de l'État togolais a été accueilli par les autorités administratives, honneur militaire et exécution de l'hymne national. L'AFIS 2023 est un cadre d'échange de haut niveau qui a rassemblé les acteurs gouvernementaux, les dirigeants des grandes institutions de la finance africaine, les régulateurs et experts appelés à mettre leurs réflexions en commun pour construire une industrie financière inclusive, innovante et adaptée aux enjeux de l'heure pour l'Afrique et le monde. Dans son allocution d'ouverture, le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Esson-Simba Yassimbe, s'est réjoui de l'organisation de cette édition de l'AFIS qui ouvre la voie à une nouvelle dynamique de l'industrie financière africaine, ainsi que des progrès sur le front des indicateurs macroéconomiques, notamment le ralentissement de l'inflation. Chers amis, chers invités et chers participants, je voudrais vous remercier de votre présence et remercier particulièrement le groupe Jeune Afrique et la SFI pour la confiance renouvelée dans notre capitale pour l'organisation de cette édition. L'édition AFIS 2022 faisait la part belle aux crises et à leur gestion. Son premier panel s'intitulait « Transformer la finance africaine en période de crise ». Force est de constater que nous ouvrons aujourd'hui un nouveau chapitre. Le thème des crises laisse place à celui des opportunités. Le premier panel de cette année, bâtir une industrie financière africaine de classe mondiale, une opportunité à 1500 milliards. Donc ce thème incarne cette nouvelle symbolique. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord m'interroger devant vous. Comment expliquer ce regain d'optimisme? La normalisation des prix y est bien sûr pour beaucoup. Après des mois d'inquiétude, l'inflation retombe enfin et les prix des produits de base, notamment alimentaires et énergétiques, se détendent. Cette baisse de l'inflation est constatée partout dans le monde. Les dernières projections du FMI suggèrent que la hausse des prix aura atteint 6,8% en 2023 avant de revenir à 5,2% en 2024, une nette amélioration par rapport au taux de 8,7% enregistré l'année dernière. Mieux encore, la baisse de l'inflation est particulièrement prononcée dans notre espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Le taux d'inflation est tombé à 2,7% en septembre 2023, une performance à saluer quand on la compare au pic de 8,8% enregistré en août 2022 et au taux de 6% en janvier 2023. Le continent représente 28% des États membres des Nations Unies et d'ici 2050, la population africaine constituera 25% de la population mondiale. Cette proportion devrait atteindre 40% en 2100. Notre voix, la voix africaine, doit être à la mesure de cet avenir. Merci et bonne conférence à tous. Les travaux qui réunissent près de 1000 leaders et acteurs de premier plan de la finance continentale ont officiellement été lancés par le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Esson-Simba Yassimbe, ce 15 novembre 2023 dans la capitale togolaise. Les travaux articulés en conférences, ateliers et tables rondes sont notamment placés sous le thème « Construire une industrie financière africaine de classe mondiale ». Une opportunité à 1500 milliards de dollars. Il s'agit d'accompagner l'émergence d'une Afrique plus inclusive et plus connectée, d'assurer la sécurité alimentaire de la région, d'améliorer l'accès au logement
et d'assurer la transition énergétique du continent. Les acteurs financiers peuvent se concentrer, je pense, sur 3 domaines d'intervention prioritaires. Tout d'abord, le financement des micro, petites et moyennes entreprises. Nous le savons tous, ces entreprises constituent l'épine dorsale des économies en Afrique. Elles fournissent des biens et des services essentiels, créent de nombreux emplois et favorisent l'innovation. Autour de chacune de ces petites entreprises se structure un écosystème économique. Et c'est bien de leur maintien en activité que dépend la capacité du continent à structurer de véritables chaînes de valeur régionales et nationales et de créer des emplois. Selon la Société financière internationale, le financement du commerce en Afrique reste très faible. L'Afrique a besoin de 2800 milliards de dollars pour atténuer les effets du changement climatique à l'horizon 2030. Le chef de l'État togolais, Son Excellence Faure Essosim Gnassingbé, a rappelé le rôle important du secteur privé dans le financement du développement de l'Afrique. Il est donc crucial de souligner que notre collaboration avec le secteur privé n'est pas seulement un choix stratégique, c'est une nécessité impérieuse, compte tenu de la stagnation des flux de l'aide publique au développement. Il incombe aux États de rassurer le secteur privé et de se montrer transparent et à l'écoute. Rassurer, c'est d'ailleurs l'objet du Conseil de concertation État-secteur privé, une plateforme mise en place par le gouvernement togolais pour conduire un dialogue permanent avec nos investisseurs. Mais rassurer, c'est aussi assurer la sécurité du territoire et de nos côtes. Il incombe également à nos États de valoriser les opportunités offertes à nos pays. Cette promotion s'applique bien entendu aux projets individuels comme nous le pratiquons lorsque le gouvernement rencontre des investisseurs pour financer des projets spécifiques. Au-delà de la promotion des projets isolés, il est primordial de véhiculer une vision à long terme. C'est donc parti pour 2 jours d'échanges de haut niveau, de discussion, de networking et de signature de partenariats destinés à réinventer l'industrie financière africaine. Nous quittons le Togo pour le Gabon. Le Gabon, où le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, fait des choses qui surprennent pratiquement tous les Africains, qui surprennent positivement tous les Africains et même la planète. Après cette libération du peuple gabonais, qui n'est pas considéré comme un coup d'État surtout, cette libération à la grande joie de tout le peuple gabonais, on peut tout simplement se rendre compte tous les jours, au quotidien, que des choses se font, des choses se mettent en place. Les élèves et étudiants aujourd'hui ont tous retrouvé leur bourse. Il y a d'énormes choses qui se font et surtout ce qui nous a surpris il y a quelques jours, c'est de voir comment ce comité a décidé de dérouler le chronogramme jusqu'en 2025. Le communiqué du Comité pour la transition et la restauration des institutions gabonaises. Un déroulé de toutes les étapes des activités jusqu'en août 2025. Août 2025 marquant ainsi la fin de la transition et l'élection présidentielle au Gabon. Qu'est-ce que c'est beau de voir ça? Qu'est-ce que c'est prometteur d'une Afrique nouvelle? Depuis Libreville, notre correspondant Teddy Ossé. Communiqué numéro 026. Chronogramme de la transition. Le Comité de transition pour la restauration des institutions, CTRI, annonce officiellement le chronogramme de la transition politique au Gabon, suite à son adoption lors du dernier Conseil des ministres. Ce chronogramme est une étape essentielle vers la réalisation des 6 objectifs ambitieux de la transition, centrés sur la restauration de la stabilité, la réforme institutionnelle, la lutte contre la corruption, le développement durable, l'éducation, ainsi que le dialogue national et la consultation publique. Le CTRI tient à préciser que ce chronogramme est un projet indicatif dont l'adoption définitive reviendra au dialogue national inclusif.
Les grandes étapes de ce processus sont les suivantes. Septembre 2023, rencontre avec les forces vives de la nation. Septembre à octobre 2023, mise en place des institutions de la transition. Du 9 octobre au 30 novembre 2023, appel à contribution et collecte par un secrétariat spécial. Décembre 2023, inventaire des problèmes et synthèse des propositions. Janvier 2024, restitution et enrichissement du rapport. Fin février 2024, adoption de la synthèse finale. Avril 2024, dialogue national inclusif sous la présidence de l'archevêque de Libreville. Début juin 2024, transformation du Parlement en constituante. Fin août 2024, présentation de la première mouture de la future Constitution. Fin octobre 2024, adoption du projet final de Constitution. Entre novembre et décembre 2024, référendum pour l'adoption de la nouvelle Constitution. Début 2025, travaux sur le nouveau code électoral et adoption par le Parlement. Avril 2025, révision de la liste électorale. Juillet 2025, distribution des cartes d'électeurs. Août 2025, élection, fin de la transition. Le CTRI réaffirme son engagement à garantir un processus transparent, efficace et inclusif. Ce chronogramme vise à impliquer activement le peuple gabonais dans un processus de décision démocratique à travers une série d'étapes cruciales. Cette transition représente un moment historique pour notre pays, un pas déterminant vers un avenir meilleur pour tous les Gabonais. Nota bene, les étapes mentionnées dans ce chronogramme sont sujettes à modification suivant les résultats du dialogue national inclusif. Peuple gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Après le pays du président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema, le pays, le Gabon, nous allons nous rendre du côté de la Teranga, du côté du fleuve Sénégal, en République sénégalaise, où il fait beau vivre, surtout quand on voit ce beau fleuve, le Sénégal, duquel ressortent des beaux poissons, du poisson pour faire un mets traditionnel très apprécié par tous, le tchéboujen. Si vous allez à Dakar ou si vous êtes dans un univers où il y a des Sénégalais, c'est le plat traditionnel. Retenez tout simplement que le président de la République du Sénégal est un président qui aura marqué son pays. Le président Macky Sall de la République sénégalaise s'est rendu à Kédougou avec pour objectif le démarrage des travaux du Conseil présidentiel sur le développement du territoire. Le président Macky Sall a pour ambition de satisfaire pleinement les aspirations légitimes des populations au bien-être. C'est ce président, ce grand homme, quelqu'un qui aura fait d'énormes changements pour le bonheur des Sénégalais, qui malheureusement
a péché par un manque de communication réelle pour montrer aux yeux du monde, et même d'ailleurs aux yeux de son peuple, le Sénégal, tout ce qu'il a fait. Et il en a beaucoup fait. Le président Macky Sall, à qui nous disons aussi tout simplement « Merci, Monsieur le Président, vous qui quitterez la magistrature suprême de votre pays dans quelques mois simplement. Mais vous aurez marqué le Sénégal. » Reportage Charlotte Abdoulaye. Kédougou est la plus grande ville du sud-est du Sénégal, proche des frontières du Mali et de la République de Guinée. Elle a une chute d'eau de plus de 50 mètres, une forêt dense. L'avion transportant le chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall, a atterri à l'aérodrome de Kédougou, au quartier Tripano, dans l'après-midi de ce lundi 13 novembre 2023. Il a été accueilli par le maire de la ville, Ousmane Sylla, le président du conseil départemental, Mamadou Saliou Sow, le gouverneur de la région de Kédougou, Mariama Traoré, le ministre de l'Intérieur, M. Sidiki Kaba, et le premier ministre Amadou Ba, les responsables politiques de Kédougou. Honneur militaire, exécution de l'hymne national, ensuite le cortège du chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall, s'est ébranlé vers l'hôtel Bédik où doit se tenir le Conseil présidentiel de développement. Sur ce trajet, c'est une foule immense conduite par les responsables politiques des 3 départements que compte la région de Kédougou. Le chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall, s'est dit ravi de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé par les populations et les autorités de Kédougou. D'abord, laissez-moi remercier les populations de Kédougou pour l'accueil très chaleureux qui m'a été réservé, ainsi que les responsables politiques, le maire de la ville, le président du conseil départemental et l'ensemble des élus de la région. Les populations sont sorties enthousiastes. Cela me réchauffe le cœur. Et Kédougou, pour moi, c'est un territoire particulier, un territoire à part. C'est non seulement la zone du socle, qui est donc par excellence la zone des minéralisations. On parle de minéralisation, c'est tout ce qui est minerai, or, fer, etc., les minéraux rares. Donc Kédougou est une région riche en réalité. Ce défi, ça a été l'absence d'infrastructures. C'est ce à quoi nous nous sommes attelés depuis quelques années pour désenclaver cette belle région, une des plus belles du Sénégal, rendre la distance active, avoir un aéroport et bientôt des vols Air Sénégal, et aussi avoir des routes qui sont carrossables, et surtout penser à la jeunesse. Mais de tout cela, nous allons parler tout à l'heure au Conseil présidentiel. Les travaux du Conseil présidentiel sur le développement territorial de Kédougou ont démarré peu avant 19h, sous un chapiteau dressé spécialement pour l'occasion. Plusieurs membres du gouvernement assistent à cette rencontre présidée par le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall. Ce Conseil présidentiel sur le développement territorial de Kédougou vise à faire le bilan des engagements de l'État, à évaluer les politiques publiques et à prendre en compte les préoccupations majeures de la région de Kédougou. Kédougou est une zone éco-géographique à forte potentialité économique, avec d'une part une pluviométrie abondante qui enregistre une moyenne annuelle de 1200 mm sur 5 mois et un réseau hydrographique dense constitué de 2 cours d'eau permanents, la Gambie et la Falémé, ainsi que de centaines de rivières et mares, et d'autre part l'existence de terres fertiles abondantes mais faiblement exploitées. Le secteur agro-sylvo-pastoral offre des possibilités d'activités énormes pour la région. À cela, il faut ajouter de nombreux gisements et indices d'or, de fer, d'uranium, de lithium, d'étain, de cuivre et de nickel, entre autres, qui confèrent à Kédougou le statut de région minière par excellence et territoire d'attraction pour les investisseurs. Un cadre d'échange ouvert et inclusif, un dialogue de proximité entre le pouvoir central et les acteurs territoriaux sur les priorités, indicateurs et choix stratégiques. En adoptant cette approche du développement, le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, souhaite apporter des solutions aux préoccupations de l'ensemble de la région de Kédougou. Chère population, mesdames et messieurs, j'ai décidé de tenir les conseils présidentiels territorialisés pour traduire ma volonté dans la dynamique de l'acte 3 de la décentralisation,
de définir des politiques ancrées sur les réalités des terroirs afin de répondre de façon pragmatique et efficace aux attentes, préoccupations et besoins des populations. Ainsi, nous avons fait le choix de nous inscrire dans une démarche de proximité, une démarche d'écoute et de consensus pour asseoir la territorialisation des politiques publiques par la valorisation optimale des potentialités des localités, mais également des choix d'investissement optimisés. Au-delà des efforts fournis, l'ambition du chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall, est de faire plus pour satisfaire pleinement les aspirations légitimes des populations au bien-être. Nous pouvons affirmer que le volume d'investissement de l'État, déjà réalisé dans la région de Kédougou entre 2014 et 2023, s'élève à 228 milliards 835 708 343 francs CFA. Et cela correspond à un niveau d'exécution de 223% par rapport aux engagements initiaux. Il convient donc de signaler qu'un montant de 195 milliards a été globalement investi dans l'axe 1 du PSE, consacré à la transformation structurelle de l'économie et à la croissance, soit un taux d'exécution de 219% par rapport aux engagements de l'État sur ce premier axe du PSE. De même, un taux d'exécution de 47,5% est noté sur l'axe de capital humain, protection sociale et développement durable, avec un volume d'investissement de 46 milliards et l'axe 3, gouvernance, institutions, paix et sécurité, a bénéficié d'un investissement global de 2 milliards 668 millions. Monsieur le Premier ministre, c'est sur ce axe qu'il faudra insister pour le prochain programme. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, va également procéder ce mardi à l'inauguration de la route Kédougou-Salémata et au lancement des travaux des routes Mako-Kédougou-Moussala, Bandafassi, Dindé-Féléo et Bembou-Kosanto, Sabadola-Kaye. Après le Sénégal et les prouesses du président Macky Sall, c'est l'heure du grand format. Pour ce grand format, l'équipe de rédaction a décidé de faire un flashback et qui nous rappelle beaucoup de choses parce que ce jour, Paris était fermé. La veille, les djihadistes avaient attaqué le Bataclan, une salle de spectacle dans le 11e arrondissement parisien. Et tout Paris était immobilisé. Mais la voiture de CNN se rendait comme ça sur les Champs-Élysées pour rencontrer un homme, un politique d'un pays africain. Celui que nous avons décidé de vous présenter dans ce grand format. À bâton rompu est cette émission qui donne la parole à un personnage politique, un personnage économique, une grande figure, une figure emblématique, africaine, mondiale, mondialement connue. Et dans un instant, nous allons rencontrer un personnage exceptionnel. Nous allons parler de politique, d'économie et surtout de l'avenir dans son pays. À tout à l'heure. Merci de nous recevoir chez vous à cette émission, je dirais un tout petit peu spéciale, mais d'ailleurs conviviale. Le personnage, je dirais, la personnalité politique qui nous fait le plaisir d'être notre invité sur ce plateau, est un personnage qui, sous d'autres sûrs, on aurait appelé un enfant prodige pour son pays. C'est quelqu'un d'une humilité légendaire, quelqu'un qui, de par son parcours et surtout son âge, épate et surprend plus d'une personne. Mais je l'ai entendu par moments et par endroits, souvent rester calme quand on lui balance comme ça, quand on lui dit que son pays est un pays où la guerre est récurrente, où la guerre est à répétition, un pays pratiquement au bord du gouffre. Il a écouté tout ça, il regarde et à la fin, il ne dit qu'une chose. Oui, mon pays vit
d'énormes problèmes politiques, comme vous pouvez le dire, la guerre. Mais la seule guerre qu'il faille faire aujourd'hui et que moi, je décide de faire désormais pour mon pays, c'est la guerre contre la pauvreté. De cette phrase, tout de suite, nous avons décidé de le rencontrer pour en savoir un peu plus sur sa vision politique. Il est notre invité. Restez des nôtres. Anissé Georges Dologuélé est le président de l'Union pour le renouvellement centrafricain, l'URCA. Parti politique créé en 2013. Il dirige actuellement AfriPartners Consulting, un cabinet de conseil en matière économique, qu'il a créé en 2012 à Paris. De 2001 de 2001 à 2010, il a été président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDEAC, dont le siège est à Brazzaville, au Congo. Il a assumé les fonctions de Premier ministre et de chef du gouvernement de la République centrafricaine de 1999 à 2001, après avoir servi comme ministre des Finances et du Budget de 1997 à 1999. Anissé Georges Dologuélé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a auparavant fait carrière aux services centraux de la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, c'est-à-dire la BEAC, pour ceux qui ne connaissent pas bien ce côté d'Afrique centrale, dite Afrique équatoriale, où il a successivement été inspecteur-chef de mission de 1983 à 1991. Chef d'agence et délégué du gouvernement en France de 1991 à 1994, directeur des relations financières extérieures de 1994 à 1995, directeur de l'Organisation de l'informatique de 1995 à 1997 et directeur national pour la République centrafricaine en 2001. Quel parcours élogieux. Retenez aussi qu'il est titulaire d'un diplôme d'études approfondies, un DEA, en sciences économiques de l'Université de Bordeaux, en France, d'un diplôme d'études supérieures spécialisées, c'est-à-dire un DESS, en gestion d'entreprise de la même université. Anissé Georges Dologuélé est âgé de 58 ans. C'est un père de famille, marié à sa tendre épouse, qu'il n'arrête pas de faire un clin d'œil à chaque fois qu'il est quelque part ou qu'il prend des grandes décisions. C'est-à-dire sa charmante épouse, Louisa Dologuélé. On se retrouve dans un petit instant. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, vous portez tous ces casquettes pour avoir été tour à tour ministre des Finances et du Budget, comme je l'ai dit tantôt, en 1997, Premier ministre et ministre de l'Économie en 1999, président de la Banque de développement des Afriques centrales en 2001, président de l'Union pour le renouveau centrafricain en 2013, c'est-à-dire votre parti politique. Laquelle de ces casquettes préférez-vous? La dernière, président de l'Union pour le renouveau centrafricain, président de parti. Et comment vouliez-vous qu'on vous appelle? Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez eu une expérience remarquable en politique pour avoir exercé de très hautes responsabilités en économie, pour avoir eu une formation universitaire aussi brillante, et surtout cette carrière d'économiste et en tant que cadre éminent de la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, puis président de la BDEAC et comme consultant international. C'est-à-dire que vous avez une expérience dans le milieu politique et le milieu des affaires. N'est-ce pas un peu jeune pour briguer la magistrature suprême dans un pays considéré comme un pays compliqué au vu de tout son aspect politique, c'est-à-dire votre pays, la République centrafricaine? Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas trop vieux pour briguer la magistrature, mais en même temps, je suis un homme expérimenté. J'ai l'expérience de mon pays, du gouvernement, des institutions internationales. Je pense que j'ai réuni ce qu'il faut pour être utile à mon pays aujourd'hui. Avec votre prénom, je peux présumer que vous êtes chrétien, Anissé Georges Dologuélé. Mais de quelle ethnie êtes-vous? C'est vrai que dans nos pays, quand vous créez un parti politique, on essaie de voir de quelle région du pays est ce parti politique. Quand vous êtes candidat, on essaie de voir de quelle région, de quelle ethnie est le candidat. Et les électeurs s'identifient finalement au candidat en fonction de son positionnement régional ou ethnique. Dans mon cas, j'ai la chance d'être issu de plusieurs ethnies un peu partout dans le pays. Et quand vous prenez mon épouse et moi, on se retrouve à couvrir tout le pays en termes ethniques. Donc je n'ai pas ce problème, ni philosophiquement, ni dans ma manière de fonctionner.
Alors, Président, cette dimension géopolitique africaine n'a-t-elle pas suffisamment divisé les Centrafricains comme ça? Oui, si aujourd'hui nous avons ces problèmes, c'est parce qu'au départ, en 1993, quand la démocratie s'est faite, elle s'est faite sur ces bases-là. Les gens se rangeaient derrière une bannière régionaliste. Et petit à petit, cela a créé des problèmes. L'armée a été divisée et, chemin faisant, nous avons perdu la cohésion de l'armée. Et nous avons permis à des bandits de venir s'emparer aujourd'hui de notre pays et de massacrer les populations. Donc, effectivement, cette dimension a joué un rôle très négatif. Et que comptez-vous faire pour y remédier? Écoutez, déjà, le fait que je ne vive pas les problèmes de cette dimension ethnique me libère de toute pesanteur dans ma conduite de la politique. Et ensuite, à l'intérieur de mon parti, j'ai veillé à ce que, dès le départ, toutes les régions et les religions du pays soient représentées et que les Centrafricains se sentent chez eux à l'intérieur de l'URCA. Et ça se passe bien. Alors je présume que, comme tous les Centrafricains, vous parlez couramment le sango? Oui, vous savez qu'en Centrafrique, c'est la première langue que parle un enfant quand il naît. C'est après qu'il apprend le français. N'est-ce pas un élément fort pour asseoir l'unité nationale et rassembler les 80 ethnies que compose la Centrafrique? Aujourd'hui, c'est un élément fort pour les rassembler de nouveau, parce que il y a moins de 15 ans, ce peuple était très uni. Il n'y avait pas de problème, ni de religion, ni d'ethnie. Et aujourd'hui, la politique a divisé les Centrafricains, il faut les ressouder. Mais comme nous avons déjà la chance d'avoir une langue nationale, ce qui n'est pas courant en Afrique, cela permet plus facilement de ressouder les populations. L'Afrique en général, la Centrafrique en particulier, souffre terriblement des dérives du pouvoir personnel. Autant de pouvoir pour un seul homme, le président de la République. N'est-ce pas tentant d'en abuser? Un président est d'abord un être humain. Et si les institutions de la République ne sont pas suffisamment fortes pour mettre des garde-fous dans le fonctionnement d'un pays, petit à petit, l'entourage du président, ses collaborateurs font en sorte qu'il conquiert de plus en plus de pouvoir au-delà de ce que lui donne la Constitution. Il faut donc, certes, avoir une personnalité forte pour diriger nos pays qui sont des pays relativement compliqués et où l'éducation est encore à rebâtir complètement, mais il faut également des institutions fortes pour servir de garde-fou. Sans cela, la dérive peut arriver sans que le dirigeant ne maîtrise le mouvement. Alors, Monsieur le Président de l'URCA, en quoi êtes-vous différent des autres personnages politiques africains? Africain, je n'aurais pas la prétention de dire que je suis différent d'eux. Au niveau de la République centrafricaine, j'ai la chance d'avoir accumulé une expérience que peu de mes concurrents auront accumulée. J'ai la chance de ne pas avoir besoin d'être président de la République pour vivre. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir une carrière qui me permet d'avoir une retraite tranquille. Donc je ne viens pas en politique pour des fins d'enrichissement personnel ou de promotion sociale. Je viens parce que j'estime qu'à ce moment de ma vie, en fonction de ce que mon pays m'a donné, il est temps que je restitue au pays tout ce qu'il m'a donné et tout ce que j'ai accumulé comme expérience. Alors c'est vrai que je vous demandais comment êtes-vous différent, comment vous sentez-vous différent des autres personnages politiques africains, mais la question que le peuple, les Centrafricains qui nous regardent, aimeraient être vraiment rassurés, alors c'est celle-ci. Comment allez-vous faire pour assurer les populations sur ce point essentiel, qui est aussi à l'origine de toutes les guerres en Centrafrique? Le problème centrafricain est essentiellement un problème économique. Dans un pays où petit à petit on a détruit l'éducation, où les enfants grandissent en étant des semi-lettrés, où ils n'ont aucune perspective, où avec les différentes crises politico-militaires, toutes les entreprises ont été détruites. Et donc l'État n'a plus d'entreprise pour payer les impôts et lui permettre de faire face aux dépenses
régalienne. Dans un pays comme ça, si vous ne relancez pas l'économie, vous pouvez organiser autant de forats de réconciliation que vous voulez. Les crises reviendront. Parce que les jeunes ont besoin de perspectives et ils n'en ont pas. Si quelqu'un vient leur offrir une Kalachnikov en lui disant, en braquant avec ça, tu peux t'enrichir, eh bien le jeune, il se retrouve, il ne voit pas d'autres perspectives, il va y aller. Donc, l'essentiel de ma politique, c'est de relancer l'économie, c'est de faire en sorte que les entreprises privées viennent massivement dans ce pays, de faire en sorte que les Centrafricains s'intéressent au secteur privé et qu'il y ait création de richesses et création d'emplois. Monsieur le Président, une question peut-être pour détendre un tout petit peu l'atmosphère. Êtes-vous un homme généreux? Oui, je pense que je n'ai pas la réputation d'être pingre. Est-ce que vous êtes riche? J'aurais bien aimé, mais je ne suis pas pauvre. Je pense que la richesse, c'est dans le cœur. Il y a des gens très riches qui ne sont pas heureux. Il faut se contenter de ce que Dieu a permis d'avoir. C'est vrai qu'ils sont nombreux, les Centrafricains qui nous regardent. Et les Africains qui ont toujours un peu ce souci. Et cette question, on est obligé de vous la poser. Monsieur le Président de l'URCA, êtes-vous un homme de dialogue? Oui, je pense que si j'ai pu, quand j'étais Premier ministre, conduire une situation très difficile avec des partis politiques qui étaient dirigés par des hommes très forts. Vous savez, entre 1999 et 2001, il y avait comme chef de l'opposition le président Kolingba, le président Dako, le Premier ministre Sabel Goumba, l'ancien Premier ministre Jean-Paul Ngoupandé, Charles Massy, de très fortes personnalités comme notre pays n'en a jamais eu et qui étaient très soudés pour faire tomber le pouvoir. Si j'ai pu gérer cette situation-là à mon jeune âge à l'époque, sans qu'il y ait de crise politico-militaire... Vous avez quel âge à l'époque? À l'époque, j'avais 42 ans. Oui. C'est que j'étais un homme de dialogue. Sinon, on aurait connu tous les désordres que le pays connaît depuis. Les seules 2 années où il n'y a pas eu de désordre militaire, c'est quand j'étais chef de gouvernement, et c'est parce qu'il y avait beaucoup de dialogue. Monsieur le Président, le mot « rénovation » accompagne le nom de votre parti, l'URCA, donc l'Union pour le renouveau centrafricain. Même vos militants s'appellent les rénovateurs. Qu'entendez-vous par là? Je pense sincèrement que tous les fondements de mon pays ont été détruits. En dehors de l'hymne national, de la devise, peut-être de la frontière, nous avons détruit notre culture. Nous avons détruit toute l'éducation traditionnelle que nous héritions de nos parents. Nous avons détruit toute la morale que nous enseignent les différentes religions. Nous ne respectons plus rien. Le respect des plus anciens, nous avons détruit ça. Nous avons détruit la notion d'État, le respect du bien public, le respect de la hiérarchie. Tout a été détruit. Et si on ne reconstruit pas tout cela, nous reconstruirons sur du sable et ça s'écroulera de nouveau. Donc le but du renouveau centrafricain, ce n'est pas de dire centrafricain, dans 5 ans, vous verrez des immeubles comme à Dubaï, vous verrez, non. C'est de leur dire, d'ici la fin de notre premier mandat, nous redeviendrons un pays normal, avec les bases d'un pays, des bases solides qui permettront dans la durée d'avoir un pays qui évitera désormais ce type de crise. Tout en remerciant toute la Dream Team qui compose ce programme constitué Carl Week News, je pense tout simplement à Raman Cole, Richard Gozo, Raoul Sankwe, Eric Bikek, Stéphane Négou, Jean-Marie Mbégat, côté du Cameroun, sans oublier Carole, et aussi du côté de la Côte d'Ivoire, Marcel Bassolé, Ousmane Koulibaly, Lévite Vaunan, sans oublier Hilar Blanchard, du côté du Gabon, Teddy Ossé. Je ne saurais vous remercier d'être fidèle à ce programme constitué All Week News. Restez branchés pour la suite de tous les programmes et surtout, n'oubliez pas nos multiples rediffusions avec notre partenaire.
C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Je suis Consti Eka. Au revoir. Le rendez-vous du roi de la télé sur CNN avec son magazine d'information politique afro-mondiale Consti Eka All Week News en multidiffusion sur CNN, la télévision autrement, disponible sur les bouquets Créolink O12, numéricable O12, sur les bouquets Télépac, l'IMEX et en streaming sur www.cnntv.ci en couverture mondiale.